y a plus de 2400 ans, à Athènes, un homme fut condamné à mort pour une raison étonnante, avoir posé trop de questions. Avant lui, il y avait déjà des philosophes, bien sûr, mais selon beaucoup, c'est Socrate qui a vraiment marqué le début de la philosophie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les récits anciens décrivent un Socrate comme un homme qui n'était pas vraiment conforme au canon de beauté de son époque. Petit, avec des yeux proéminents et des traits peu flatteurs, même Platon, son fidèle disciple, affirmait que Socrate était loin d'être séduisant. Malgré cet aspect physique peu conventionnel, Socrate possédait une intelligence rare et un charisme qui captivait ceux qui l'entouraient. À Athènes, tout le monde reconnaissait son unicité. Certains l'admiraient pour sa sagesse et sa capacité à défier les idées reçues, tandis que d'autres le voyaient comme une menace pour la stabilité de la cité. Finalement, il fut jugé coupable de corrompre la jeunesse et de mépriser les dieux. Cet homme, qui a défié les conventions de son temps et n'a jamais cessé de remettre en question les fondements du savoir, a laissé un héritage qui traverse encore les âges. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie et la mort d'un des plus grands esprits que le monde ait jamais connu. Aujourd'hui, nous découvrons Socrate. Socrate serait né vers l'an 470 avant Getsé, dans la ville d'Athènes, à proximité du petit village d'Alopès, situé en dehors des murs de la cité. Son père était sculpteur, spécialisé dans la taille de colonnes pour les temples, tandis que sa mère, Phénarète, exerçait comme sage-femme. La famille de Socrate, bien qu'elle ne fût pas réduite en esclavage, ne possédait pas non plus d'esclaves pour travailler à sa place, ce qui n'était pas bien perçu dans la société athénienne de l'époque, où les citoyens laissaient souvent ces tâches aux esclaves. Socrate n'a jamais reçu d'éducation formelle. Il n'a pas appris à lire ni à écrire, bien que sa famille disposât de quelques moyens financiers. À cette époque, les professeurs étaient particulièrement onéreux et seules les familles les plus riches pouvaient se permettre de payer pour ces enseignements. Socrate aurait pu mener une vie simple et ordinaire, cherchant à apprendre le métier de son père, mais sans grande motivation ni enthousiasme. Tailler des colonnes est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, aurait-il pu dire avec une mine perplexe après avoir encore une fois échoué à sculpter une colonne parfaitement symétrique. Pourtant, le destin avait réservé à Socrate un chemin tout autre. Non loin d'Athènes se trouvait un lieu sacré, le célèbre oracle de Delphes, où les gens venaient poser leurs questions les plus importantes. À l'entrée de ce temple, une inscription était gravée « Connais-toi toi-même ». Ce lieu, tenu par les prêtresses du dieu Apollon, était connu pour ses prophéties sur l'avenir. Chaque individu, au moins une fois dans sa vie, aspirait à visiter Delphes pour consulter l'oracle et obtenir des réponses sur son destin. Un jour, Chéréphone, un ami proche de Socrate, décida d'interroger l'oracle sur un point particulier et inattendu. Qui est l'homme le plus sage de toute la Grèce? La réponse, que l'on dit avoir résonné parmi les pierres sacrées du temple, fut aussi surprenante qu'énigmatique. Personne n'est plus sage que Socrate. Étonné et perplexe, Chéréphone courut annoncer la nouvelle à Socrate, qui accueillit cette déclaration avec un certain scepticisme. « Comment puis-je être le plus sage ?» demanda-t-il. « Alors que je sais simplement que je ne sais rien. » Intrigué par cette affirmation, Socrate décida de la mettre à l'épreuve. Il chercha un enseignant réputé pour sa sagesse, espérant que ce dernier démontrerait que l'oracle avait tort. Cependant, en interrogeant ce prétendu sage sur l'origine et les raisons de ses affirmations, Socrate découvrit que l'homme ne faisait que répéter des leçons apprises par cœur, sans vraiment comprendre ou remettre en question ce qu'il enseignait. Déçu, Socrate retourna chez lui et demanda à son père un peu d'argent pour consulter un autre professeur. Mais à nouveau, il obtint les mêmes résultats. Il réalisa que ces prétendus savants ne faisaient que réciter ce qu'on leur avait transmis sans jamais chercher à approfondir ou à comprendre réellement la source de leur savoir. Cette quête révéla à Socrate une vérité fondamentale. La plupart des gens qu'il rencontrait n'étaient pas vraiment sages, mais se contentaient d'être experts dans des tâches précises. Pour lui, la vraie sagesse ne consistait pas à répéter des connaissances acquises, mais à les interroger et à en comprendre la véritable nature. Fort de cette nouvelle perspective, Socrate retourna dans les rues d'Athènes, où il commença à interroger philosophes, politiciens et citoyens. Il les défiait d'expliquer et de défendre leurs croyances et connaissances. À travers ces dialogues, Socrate montrait que même les personnes considérées comme sages étaient souvent incapables de soutenir leurs affirmations lorsqu'elles étaient soumises à un examen rigoureux. Ces questions, bien que souvent simples, mettaient en lumière les limites du savoir de chacun
et provoquait à la fois admiration et irritation chez ses interlocuteurs. Cette période d'interrogations incessantes renforça la réputation de Socrate comme un penseur à part. Il incarnait l'idée que la vraie sagesse est celle qui se remet sans cesse en question. Il suivait le conseil de l'oracle de Delphes « Connais-toi toi-même ». Mais il allait plus loin en enseignant aux autres à faire de même. C'est finalement aux côtés de sa mère que Socrate découvrit sa véritable vocation. Un jour, alors qu'il observait sa mère, Phénarète, en train d'assister une jeune femme lors d'un accouchement difficile, il fut confronté à la réalité crue de la vie et de la mort. Phénarète ne se contentait pas de soulager la douleur de la mère, mais elle veillait aussi à assurer la sécurité du bébé, dans un processus où chaque décision pouvait faire la différence entre la vie et la mort. En observant sa mère, Socrate établit une analogie profonde entre son travail de sage-femme et ce qu'il cherchait à accomplir par la philosophie. Tout comme sa mère aidait à mettre des enfants au monde, Socrate réalisait qu'il pouvait aider à faire naître des idées dans l'esprit des gens. Il comprit qu'il pouvait être lui aussi une sorte de sage-femme des idées, facilitant l'accouchement du savoir véritable à travers le questionnement et le dialogue. Cette réalisation donna naissance à la maïeutique, un procédé philosophique que Socrate utiliserait tout au long de sa vie. Le mot maïeutique vient du grec et signifie « accouchement ». Il illustre parfaitement l'idée que Socrate se faisait de sa mission, aider les autres à donner naissance à leur propre vérité, en explorant et en remettant en cause leurs croyances les plus profondes jusqu'à ce qu'ils voient par eux-mêmes la clarté ou les contradictions de leurs pensées. Alors que beaucoup de citoyens d'Athènes se vantaient de leur certitude et de leur connaissance, Socrate, lui, adoptait une approche plus humble et interrogative. Il savait que la véritable sagesse ne consistait pas à tout savoir, mais à reconnaître sa propre ignorance et à rester toujours ouvert à l'apprentissage et à la révision de ses croyances. Socrate ne cherchait donc pas à offrir des réponses définitives, mais plutôt à faciliter le processus de découverte personnelle. Il croyait que le savoir le plus précieux venait de l'intérieur de chaque individu, et que sa tâche était d'aider les gens à accéder à cette connaissance et à la développer. Ainsi, grâce à la maïeutique, Socrate ne se contentait pas de remettre en question les conventions de son époque, mais il jetait aussi les bases d'une tradition philosophique qui perdure jusqu'à nos jours. À mesure que la réputation de Socrate grandissait dans la région, de plus en plus de disciples venaient à lui. Cependant, cette attention suscitait également des critiques, y compris de la part de ses anciens professeurs. Ils ne comprenaient pas comment Socrate pouvait enseigner sans demander de rémunération et affirmaient que cela nuisait à leur profession. Socrate, de son côté, soutenait qu'il ne fallait pas accepter quelque chose comme vérité simplement parce qu'une autorité l'affirmait. Ses idées lui attirèrent de nombreux ennemis. À la cinquantaine, on pouvait souvent voir Socrate se promener sur l'agora, posant des questions apparemment simples, mais toujours pleines de malice. Lors d'une conversation avec un citoyen appelé Eutydème, il lui demanda « Est-il immoral de tromper quelqu'un ?» Et Eutydème répondit, sans hésiter, que oui. Mais Socrate poursuivit. « Et si tu caches un couteau à un ami qui, dans un moment de grande tristesse, veut se suicider, serait-ce une tromperie ?» Ah, Eutydème admit que oui, ce serait un mensonge. Alors Socrate continua. « Mais dans ce cas, ne serait-ce pas un acte moral, puisqu'il empêcherait ton ami de se tuer ?» Après réflexion, Eutydème convint que ce serait effectivement un mensonge moralement justifié. Avec ce genre d'exemple, Socrate démontrait que les affirmations sur la moralité n'étaient pas toujours universelles. Dans une autre discussion, son ami Glaucon, convaincu d'avoir accompli sa plus grande mission, déclara « Socrate, j'ai accompli l'objectif de ma vie. J'ai tué mon plus grand ennemi. » Avec son ironie habituelle, Socrate répondit « Parfait. Et maintenant que ta mission de vie est terminée, vas-tu te suicider ?» Glaucon, déconcerté, répondit qu'il n'avait pas l'intention de mourir. « Alors ta mission de vie n'était pas vraiment terminée, n'est-ce pas? Si tu veux encore vivre, c'est qu'il te reste une raison. » Glaucon, après réflexion, admit que tuer son ennemi n'était qu'une étape, et non la finalité de sa vie. Ces dialogues étaient typiques de Socrate, qui cherchait toujours à faire comprendre aux gens qu'il savait bien moins qu'ils ne le croyaient. À Athènes, les jeunes aristocrates suivaient les enseignements des sophistes, des maîtres de la rhétorique, qui facturaient des sommes élevées pour leurs leçons. Socrate, lui, ne demandait jamais d'argent, prétendant qu'il ne savait rien et n'avait donc rien à enseigner. Malgré cela, de nombreux étudiants continuaient à le suivre pour écouter ses idées. Socrate critiquait les sophistes, qui prétendaient que la vérité appartenait à ceux qui maîtrisaient le mieux l'art de l'argumentation. Pour Socrate, l'opinion pouvait être subjective,
Mais la sagesse était universelle. Il soutenait que les questions éthiques et morales ne pouvaient être relativisées comme le faisaient souvent les sophistes. Ainsi, la pensée socratique prit forme. Il s'agissait de faire émerger l'aletheia, la vérité, en surpassant la doxa, l'opinion. Pour Socrate, la vérité ne pouvait être diluée dans des opinions superficielles. Contrairement aux sophistes, Socrate rejetait l'idée de recevoir un paiement pour ses enseignements et dénonçait la rhétorique vide de sens qu'il prônait. Il critiquait la capacité des sophistes à défendre des idées contradictoires dans un même débat, leur objectif étant simplement de gagner. Tandis que les sophistes se focalisaient sur la rhétorique, Socrate défendait la dialectique, un processus de questionnement visant à faire émerger de vrais arguments. Dans la rhétorique, l'auditeur est souvent submergé par un flot de mots bien ordonnés qui convainquent sans transmettre de véritable savoir. En revanche, la dialectique, basée sur des questions et des réponses, progressait par étapes, chaque réponse devant éclaircir les points précédents avant de continuer. Le mot philosophie vient du grec philia, signifiant amour, et sophia, signifiant sagesse. Pour Socrate, la véritable sagesse ne résidait pas dans la connaissance de multiples faits, mais dans la compréhension des limites de ce que l'on pouvait savoir. Il affirmait que la vie n'a de valeur que si elle est examinée. Une existence sans réflexion, selon lui, ne convenait qu'aux animaux, pas aux êtres humains. Socrate refusait categoricament de mettre ses théories par écrit, une attitude peu commune pour un philosophe de son époque. Il estimait que les écrits ne pouvaient se défendre ni clarifier ce que l'on ne comprenait pas. Pour lui, le dialogue était l'unique moyen de parvenir à la vérité, car il permettait la confrontation directe des idées. C'est grâce à son disciple le plus célèbre, Platon, que nous avons conservé bon nombre de ces discussions dans ce que nous appelons aujourd'hui les dialogues platoniciens. Cependant, Socrate n'était pas universellement admiré. De nombreux Athéniens le voyaient comme un personnage perturbateur, voire dangereux. Il avait acquis de puissants ennemis au fil des ans. En 399 avait Joocé, alors qu'il approchait des 70 ans, un homme nommé Mélétos l'accusa de 3 crimes graves: ne pas honorer les dieux de la cité, introduire de nouvelles divinités et corrompre la jeunesse d'Athènes. Ces accusations sous-entendaient que Socrate incitait ses disciples à rejeter la religion officielle et à se moquer de la démocratie athénienne. Socrate, pour sa part, remettait en question la légitimité de la démocratie elle-même, demandant comment un système de gouvernement pouvait être juste si des personnes sans réelle compétence en politique, éthique ou gestion de la cité pouvaient influencer par leur vote le destin d'Athènes. Lors de son procès, la majorité des Athéniens vota en faveur de sa culpabilité, et Socrate fut condamné à la peine de mort. Il aurait pu choisir une défense plus persuasive pour échapper à cette sentence, mais il préféra affronter les accusations avec calme, fidèle à sa quête de vérité. Durant son discours, il affirma que, tant qu'il aurait souffle et pleine conscience, il continuerait à pratiquer la philosophie et à aider les autres à rechercher la vérité. Selon Platon, il déclara « Que vous me condamniez ou non, sachez que jamais je ne changerai ma manière d'agir, même si cela doit me coûter la vie. » Sa sentence fut de boire de la cigue, un poison qui provoquerait une paralysie progressive de son corps. Après avoir fait ses adieux à sa femme, à ses enfants et à ses disciples, Socrate choisit de faire face à la mort comme il avait vécu, en cherchant toujours la vérité et sans compromis. Il refusa la possibilité de vivre dans le silence, sans poser de questions, préférant mourir plutôt que renoncer à ce qui donnait un sens à sa vie. Entouré de ceux qui l'admiraient, Socrate but la ciguë et s'éteignit paisiblement. La mort de Socrate ne marqua pas seulement la fin d'une vie exemplaire dédiée à la philosophie, mais aussi le début d'un héritage qui traverserait les âges. Ce penseur provocateur, qui préféra mourir plutôt que cesser de poser des questions, continue de vivre à travers ses idées, influençant encore aujourd'hui tous ceux qui valorisent de la pensée critique et la recherche de la vérité. L'heure est venue de nous séparer. Moi pour la mort, vous pour la vie. Qui de nous deux prend la meilleure route, seuls les dieux le savent. Socrate. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc